Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler élections professionnelles, on parlera aussi de Gilets jaunes, on parlera de la place des syndicats et pour en parler, on en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Christian Picard, Bonsoir, vous êtes secrétaire général du SNUTR FSU. et j'allais dire aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses depuis un mois. On a posé la question de savoir pourquoi les Gilets jaunes refusaient les syndicats, les politiques. Ça reviendra après. Juste un mot sur les élections professionnelles du 6 décembre. Écoutez, cela s'est plus ou moins bien passé. Je dis plus ou moins parce qu'avec l'actualité, on ne peut pas dire que ces élections se soient déroulées de manière optimale. Beaucoup de collectivités n'ont même pas pu déposer ou distribuer des professions de foi des syndicats auprès des collègues. Mais la bonne note, c'est qu'il y a eu quand même une participation très intéressante. Plus de 70% des personnels ont voté dans les collectivités. Ce qui nous a conforté dans le fait, et on en reparlera avec les Gilets jaunes, que les syndicats ont encore cette crédibilité et ont encore leur place au sein de la population. Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces élections-là? Est-ce que les syndicats qu'on attendait, on les a pas vus? Est-ce que ceux qui ont attendu moins sont présents? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, il y a une évolution dans le sens où les grosses structures stagnent et que les petites, les moyennes comme la FSU ou si on est majoritaire au sein de l'éducation nationale, on ne l'est pas au sein de la fonction publique territoriale. Et de plus en plus, ces élections ont démontré que la FSU a toute sa place. Nous devenons la deuxième force syndicale au niveau de la région Réunion. On fait notre entrée au Conseil général, alors qu'on n'y était pas, et on stabilise nos places au sein des mairies. Donc à partir de là, c'est une note positive, bien sûr, à développer. Il y a une confiance qui s'est installée. La FSU territoriale fait partie du paysage syndical maintenant. Et nous avons toute notre place pour défendre les intérêts de nos adhérents et de tous les collègues en général. La question aujourd'hui, donc on a parlé de la représentativité, on disait que cette question est posée souvent ces dernières années, hein. Moi je l'ai posée souvent à différents responsables syndicaux. Est-ce que le syndicat aujourd'hui représente encore les travailleurs dans une grande dimension, ou est-ce que, comme on l'a su, parce que finalement je me disais, est-ce qu'il y a encore quelque chose à défendre dans les entreprises, dans les collectivités, pour les salariés, ou est-ce qu'aujourd'hui on va aller vers de plus en plus la représentativité risque d'être amoindrie? Alors, il y a de plus en plus besoin des syndicats. Retrouver nos lettres des noblesses, bien sûr. La situation est telle que les salariés sont en souffrance. Les syndicats, de manière générale, on est vraiment le dernier rempart au capitalisme, à tout. À ce moment-là, j'allais dire, il faut absolument... C'est vrai, si on prend la cartographie, il y a 6% de salariés qui sont syndiqués, mais la représentativité ne se base pas, ne se calcule pas uniquement sur des chiffres, sur des sièges, etc. C'est sur le nombre de dossiers. Moi, je défends plein de gens qui viennent me voir, qui ne payent pas forcément leurs cotisations. Parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit ils estiment que du moment qu'ils ont voté pour nous, c'est un argument suffisant pour qu'on les défende. Et ils ont raison. Lorsqu'on est élu dans une CAP ou dans un comité technique, on défend l'ensemble des personnels et non pas seulement nos adhérents. Alors, juste rappeler qu'un CAP en termes de syndicat, c'est un... Alors, c'est le comité administratif paritaire et le comité technique. Une partie gère tout ce qui est la politique de la collectivité, donc ça c'est le comité technique, et en CAP ça gère la carrière des agents. Alors pour aller là-dessus, et je vais faire une fleur aux syndicats et aux politiques, on voit souvent ce que ne font pas les syndicats ou ce que ne font pas les politiques, on critique beaucoup, mais on ne dit pas non plus ce que font, puisque tout à l'heure vous avez parlé des dossiers que vous défendez, il y a aussi des choses que les politiques font qu'on ne voit pas, comme les syndicats. Quelque part, il y a un manque de communication autour de ce que vous faites, de ce que vous êtes. C'est clair. Alors la réalité aussi est que, et c'est tout le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu, c'est-à-dire que nous sommes, l'ensemble, je dis nous sommes dans une situation, j'allais dire, de plus en plus précaire, de plus en plus difficile, que ce soit le taux de chômage, que ce soit la précarité, que ce soit même le salarié ou le fonctionnaire qui travaille, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts aussi. Alors c'est paradoxal, il n'y a pas que les gens qui sont aux minima sociaux. Même le fonctionnaire aujourd'hui n'arrive plus
à joindre les deux bouts. À ce moment-là, on devient très exigeant. Donc, exigeant envers les politiques, donc c'est forcément la faute du politique, et c'est forcément la faute du syndicat si on n'obtient pas. Et ça, je dis, pour moi, c'est une bonne pression, parce que ça nous permet, ça nous oblige à toujours donner le meilleur de nous-mêmes et à ne pas nous asseoir sur nos lauriers. Et de toute façon, les syndicats qui ne travaillent pas sont sanctionnés au niveau des élections professionnelles, de la représentativité. C'est de notre devoir de montrer. Après, il y a une communication à avoir. Moi, je communique. Nous avons une page internet au niveau de la région Réunion où, avant même les comités techniques, il y a une page ouverte à l'ensemble des salariés où on leur demande quelles questions ils voudraient qu'on pose. Et on pose la question et les réponses sont affichées. Après, on leur explique aussi que on n'est pas le maire, on n'est pas le président du conseil général, on n'est pas le président du conseil régional, mais le combat, il est mené. Je dirais peut-être, s'il y a un progrès à faire, c'est de travailler davantage en intersyndical pour avoir plus de poids contre l'employeur. Parce que c'est là toute la difficulté, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, il se gagne par la représentativité, par les combats menés, par les mouvements de grève aussi. Là aussi, un peu comme les politiques, les syndicats ont besoin de temps pour travailler, ont besoin de temps pour obtenir des résultats. Parce que souvent, le salarié qui vient vous voir, il veut obtenir le résultat tout de suite. C'est un petit peu comme une décision de justice, il veut que ça tombe tout de suite pour lui. C'est là aussi où vous devez faire un travail de pédagogie, d'explication. Tout à fait. Même les gens qui arrivent en disant qu'on a tel problème avec l'employeur, on s'est rendu compte que c'est un problème de manière générale. Il y a souvent des problèmes réels d'abus d'autorité, de harcèlement ou de non-respect de ses droits, mais il y a aussi des situations où psychologiquement la personne est affectée ou a des problèmes personnels et du coup ça ramène au travail et puis on s'est formé à gérer tout ça et ainsi un certain délai demandé. Là, les collègues commencent à critiquer, tout comme c'est pour ça que le parallèle avec les Gilets jaunes il est tout fait, parce que les gens regardent toujours, oui, alors il n'y a pas de place pour ma mutation, par exemple, dans le Sud, je veux bien, ou dans tel service, mais par contre, la fille d'un tel ou le fils d'un tel, lui, il l'a eu. Alors on leur explique que ça, c'est 1% sur le système. Oui, mais le 1%, je ne l'accepte plus. Parce que moi, j'ai 20 ans, 30 ans de service, je demande, un tel vient d'arriver à 2 ou 3 ans, je n'accepte pas. Mon contrat n'a pas été renouvelé, un tel qu'on a vu en train de coller des affiches pour un tel maire est repris. Donc ça, alors, et ça c'est le côté positif, parce que ça c'est le combat, en tout cas de la FSU du unitaire, de mon combat depuis des années. Alors aujourd'hui, moi je dis chiche, bien sûr, les gilets jaunes, je veux dire, vous êtes témoins, vous prenez les revendications quasiment de tous les syndicats, ça fait plus de 20 ans qu'on dit la même chose. Mais après, c'est sûr qu'il faut y avoir une force derrière. Lorsqu'on appelle à mobilisation et qu'on se retrouve intersyndical à 2000, 3000 personnes, c'est rien du tout. Il y a une chose aussi que je vais dire pour être tout à fait honnête sur la démarche, c'est que il y a aussi les syndicats, j'allais dire les représentants syndicaux qui négocient aussi pour leur propre intérêt. Et un jour, j'ai posé cette question et quelqu'un me disait, vous voulez savoir, est-ce que il y a des représentants syndicaux qui profitent du système? Là aussi, il y a aussi ceux qui, quelque part, nuisent à l'image c'est clair, ça ternit l'image du syndicat. Ouais. Après, je n'ai pas de cas précis. J'ai juste des situations qui me sont rapportées en me disant, voilà, nous on se bat pour des cas extrêmes depuis des années. Et puis là, le maire, il nous dit, lâchez un peu là sur le CHS où j'ai pas trop respecté, mais je vais faire en sorte que ça donnez-moi 6 mois. En attendant, je passerai peut-être vos dossiers. Ce sont des échos qui me reviennent. Alors à ce moment-là, je veux dire, je ne suis pas à la place des gens qui sont dans la section, dans la mairie, avec ceux qui vivent. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, faites toujours les choses dans la transparence. Parlez-en à vos adhérents et faites voter vos décisions. De façon à ce que demain matin, quelle que soit la décision qui sera prise, ce ne sera pas la vôtre, mais ce sera celle d'un ensemble de personnel. Après, peut-être qu'il y a forcément des brebis qui en profitent peut-être, mais en général, elles ne durent pas. Que quelqu'un qui a magouillé avec l'autorité, en général, il est... ça se sait très vite. Ça se sait très vite et il part. Et je ne pense pas qu'un syndicat, quel qu'il soit, puisse garder une telle personne qui a négocié un poste ou un salaire ou quoi que ce soit. Surtout si le représentant syndical est face à quelqu'un et on retrouve un membre de sa famille embauché après dans la collectivité, dans l'organisme ou dans l'entreprise. Voilà. Alors c'est pour ça que je remets toujours en question en disant le concours. Il est important le concours. C'est quand même un gage de transparence. Je disais sur cette antenne la dernière fois,
les collectivités à La Réunion sont le plus gros employeur. Est-ce que vous avez déjà vu une seule offre d'emploi dans une agence de la NPE? Et là, monsieur le préfet, il n'a rien à dire par rapport à ça? C'est une réalité aussi. D'accord, c'est vrai. À un moment donné, tout le monde est complice. Ça n'engage que moi. À un moment donné, le dis. À un moment donné, effectivement, tout le monde peut être complice. Et c'est pour ça que là encore, on le voit dans le mouvement des jeunes, c'est que là où il y a parfois un manque de clarté, et je ne dis pas opacité pour rester correct, on voit aujourd'hui dans les Gilets jaunes cette volonté de ne pas être structuré, de ne pas être représenté par une personne, et finalement cette division qui s'installe parce que chacun essaye de garder un petit peu la main. Je dirais, c'est le seul bémol. C'est le seul bémol parce que le mouvement est nécessaire. Le mouvement en lui-même porte ses revendications, et avec le Réunionnais, qui parle avec ses tripes, que ce soit la mère de famille qui n'y arrive plus, le chômeur ou le travailleur. Et cette belle unité, je trouve personnellement dommage qu'il n'y ait pas justement, j'allais dire, des porte-paroles, des structures. Parce que c'est exactement ce que les syndicats font. Comme je vous dis, sauf qu'on n'a plus la masse derrière. Oui, là, il y avait la masse. Alors, sans prendre pour autant, nous, au niveau de la FSU, on a appelé à manifester, à apporter notre soutien. J'étais dans les Gilets jaunes avec incognito, comme citoyen tout simplement. À aucun moment je n'ai cherché à prendre la parole ou à mobiliser quoi que ce soit. Parce que c'est nécessaire, c'est une réalité. Mais après, j'ai vu aussi sur les ronds-points tel élu qui a amené son groupe ou tel maire. Et ça, la manipulation, elle est derrière tout ça. C'est une réalité aussi. Le politique essaie de récupérer. Le syndicat n'a rien à récupérer dans les Gilets jaunes. Le politique a tout à récupérer. Maintenant que ça a secoué le pommier, maintenant que les politiques ont peur, parce qu'ils ont peur, ils ont compris quand même qu'à un moment donné, même si on était assis confortablement, il y a une telle souffrance que leur poste, et ils sont dans l'obligation d'apporter un résultat. À partir de quand on manifeste? On manifeste sincèrement, lorsqu'on n'a plus rien dans la marmite. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade où on avait suffisamment à manger, alors pas assez pour en faire plus ou suffisamment pour pas aller manifester et tout casser, mais là il y en a plus. La marmite elle est vide, et c'est là où c'est très dangereux, où nos politiques ont intérêt à entendre les revendications, parce que quand on n'a plus rien dans sa marmite à manger, à partir de là, c'est l'estomac qui parle. Les gens font ce qu'ils ne font pas habituellement. Et les gilets jaunes, je vois de tout dedans. J'ai vu même des patrons, des chefs d'entreprise qui n'y arrivent plus aussi. Parce qu'on parle d'artisans, de chefs d'entreprise, comme si c'était un anti, quelqu'un qui réussissait. Les TPE, il y en a des dizaines qui ferment par jour, des patrons qui n'arrivent plus à payer leurs salariés. Et c'est pareil. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui faisait une réflexion qui était tout à fait juste. Il disait, on comprend qu'il n'y ait pas d'argent pour tout le monde, mais on veut au moins qu'il y ait une équité. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que si j'ai pas pour moi et qu'on continue à donner aux entreprises du CAC 40, on ne baisse pas l'ISF, on ne partage pas la misère, et que ceux qui sont en haut, ceux qui sont au pouvoir peuvent se permettre de cumuler, d'avoir 2 ou 3 rémunérations, ou alors les gros chefs d'entreprise qui touchent des millions et des milliards, à ce moment-là, ça ne marche pas. Alors nous, on le fait à notre niveau aussi, en disant, écoutez, ce n'est pas possible que, moi je dis depuis des années, la vie est chère à La Réunion pour tout le monde. Je n'ai jamais demandé qu'on enlève les 53% aux fonctionnaires, parce qu'avec 53%, le fonctionnaire de base de catégorie C, il est à 2 000 €. Est-ce que vous pensez vraiment, lorsqu'il a payé son loyer, sa voiture, son crédit, qu'il lui reste beaucoup à vivre pour nourrir ses enfants? C'est une réalité. Mais par contre, je me pose la question, comment font ceux qui ne les ont pas, les 53%? Et ça fait des années que je demande que les 53% soient appliqués à tout le monde. Au privé. Au privé, à tout le monde. D'accord. Mais la question aujourd'hui, c'est comment les syndicats aujourd'hui, et on est en fin d'année, mais on va dire surtout l'année prochaine, avec la première année électorale qui commence, avec les européennes, comment les syndicats doivent se positionner, comment peuvent-ils, peut-être pas accompagner, mais en marge de ce qui se passe avec le mouvement des jeunes, comment défendre certaines valeurs, comment défendre certaines postures, et comment le FSU, aujourd'hui, la FSU peut se positionner pour dire, voilà, nous, on va porter telle
ou tel combat? Alors déjà, ce sont des combats que nous portons depuis toujours, que ce soit la FSU ou d'autres syndicats. Il faut être sincère. Accompagner les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce sont des salariés aussi, ce sont des syndiqués aussi qui sont dedans. C'est une autre forme de revendication qui n'est pas structurée. Aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est qu'à un moment donné, il y ait une certaine structuration, que cette pression continue sur le gouvernement et sur nos politiques, mais que cette pression soit encadrée, soit structurée. Après qu'ils ne veulent pas de syndicats, j'entends qu'ils ne veulent pas de représentants syndicaux ou de représentants politiques pour pas qu'il y ait de récupération, je l'entends tout à fait. Ils peuvent le faire eux-mêmes, mais ça n'empêche pas ni la FSU ni un autre syndicat, je pense, de leur apporter un soutien, que ce soit au niveau que je disais pour pouvoir se structurer, que ce soit de logistique, pour que justement on les entende davantage. Et non pas, moi hier soir, en regardant les actualités, il y a un texto, venez, on va bloquer SRBP, tout le monde s'affole, va sur le... Non, à un moment donné, il faut arrêter de prendre la Réunion en otage, parce que ça va avoir l'effet contraire. Il y a eu déjà trop de morts dans les Gilets jaunes, trop de blessés, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la pression. Il n'y a que comme ça que le gouvernement pliera. Mais cette pression doit être maintenue sans la mettre sur la population, et en étant structurée, et non pas en ayant des électrons libres qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors, je reviens à cette question-là. C'est 2019 arrive. Qu'est-ce qu'il y a Quels sont les combats à mener? Quelles vont être les batailles qui vont être, épiques? Quelle va être la démarche de la FSU? La FSU, augmenter le pouvoir d'achat des personnels. La FSU est première de l'éducation nationale et présente dans la territoriale. La différence entre nos collectivités ici et celles de la métropole, c'est ce que je dis depuis des années, c'est qu'il y a 80% d'emplois précaires dans nos communes, et c'est le contraire en métropole. Et si on arrivait au même taux? Donc un de nos combats, c'est faire en sorte que tous les employés communaux ou d'une collectivité soient titulaires de son poste. Si on les embauche depuis 20 ans, 30 ans, c'est qu'on a besoin d'eux. D'accord? Je rappelle, un emploi contractuel, c'est un emploi qui arrive à un moment donné pour un remplacement. Voilà, chez nous, le remplacement, il est à vie. À un moment donné, il faut que nos élus arrêtent et que mettent en place un véritable plan de résorption de la précarité, de stagiarisation, de titularisation des personnels. Nous avons mené un combat au niveau de la région qui vient de le faire à stagiariser, titulariser à peu près une cinquantaine de contractuels. Il en reste encore, la région s'est engagée à le faire de manière progressive, nous sommes très vigilants, mais ça doit être pareil pour les autres collectivités, surtout pour les mairies aussi. Donc ça, c'est un combat de la FSU, augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires, reconnaître les diplômes, reconnaître le concours, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité aussi, il y a des jeunes de plus en plus diplômés qui sont recrutés, mais qui sont recrutés Bac plus 4 plus 5, mais en catégorie C ou B. C'est-à-dire on reconnaît leurs diplômes pour pouvoir les embaucher, les faire travailler, mais au niveau du statut et de la rémunération, cela n'est pas du tout reconnu. C'est une forme d'exploitation à un moment donné dans la fonction publique où les jeunes n'en peuvent plus. Il ne faut pas croire, il y a des gens qui sont en souffrance aussi. Et puis, une collectivité, c'est une entreprise aussi. Il y a de la pression sur les personnels aussi. Donc, il y a au niveau du comité d'hygiène et de sécurité, le CHS qui est en danger avec le CAP 22 où il risque d'être supprimé. Il y a ce gros combat aussi pour mener pour que le personnel qui travaille puisse le faire dans de bonnes conditions. Et donc d'abord le statut, les statuts, faire en sorte qu'il y ait un recul de la précarité. Reste que sur la démarche, il n'y a toujours pas d'une vraie politique du personnel dans la plupart des collectivités. Comment aujourd'hui faire changer le cadre? On voit malheureusement réduction du personnel voulu par l'État, réduction des dépenses publiques, réduction des budgets avec la baisse de la DGF dans les collectivités. Les moyens sont de plus en plus contraints, et vous êtes en face. Ça facilite pas le... Ça ne facilite pas, mais chacun est dans son rôle. Le syndicat est là pour défendre les personnels. À un moment donné, je vois par exemple la mairie de Brapanon m'a dit que vient d'être de titulariser un certain nombre. Ça fait toujours plaisir quand on entend que des combats arrivent à mener. Alors je n'hésite pas à citer, je n'ai aucune connivence avec qui que ce soit dans aucune mairie,
Mais ça fait toujours plaisir d'entendre quand une collectivité me dit, moi je peux pas, c'est un tous les ans. Je peux titulariser un personnel tous les ans. J'ai même la commune d'à côté, tiens, elle a pu en faire 20 ou 40. Passez-lui un coup de fil au maire, demandez-lui comment il a pu le faire. La réalité, oui, on parle de service public. C'est quoi un service public? C'est que l'ensemble des habitants d'une commune, d'une île, d'un pays peut avoir accès à tout ce service public-là. Depuis leur naissance avec les PMI jusqu'à leur mort, jusqu'à dans le cimetière, c'est géré par le service public. À ce moment-là, on ne peut pas avoir un service de qualité si la personne qui est censée représenter ce service public est en situation de souffrance, en situation de précarité. Donc, à un moment donné, on peut pas dire oui, mais on comprend bien, mais il faut construire telle chose, donc on n'a pas le budget, il faut faire un choix. D'accord. Mais on a fait ce choix pendant 20 ans de prioriser la politique, les promesses, etc. Et que je ne suis pas contre, hein, mais je dis chacun est dans son rôle. À ce moment-là, je dis, mais on ne peut pas faire fonctionner toutes ces structures si le personnel n'est pas formé, si le personnel n'est pas encadré, si le personnel n'est pas rémunéré correctement, si le personnel n'est pas en situation déjà correcte de travailler. À partir de là, si on veut un service public de qualité, il faut que le travail soit de qualité, que le personnel aussi soit reconnu en tant que tel. Surtout le personnel communal, parce que ça reste le personnel le plus corvéable et malléable qu'on déplace au gré des élections. Ça arrive encore. Je vais dire de moins en moins, mais ça arrive encore. Je veux dire, on se bat encore pour dire, j'ai vu dernièrement des gens en train de poser du goudron sur la route, ça va de 2 doigts. Donc on arrive en disant, merde, mais là il faut arrêter. Oui, mais on a eu du retard avec l'entreprise qui a passé, alors on essaie de faire des économies de bout de chandelle sur ce qu'on appelle les EPI, les équipements personnalisés et individuels. On essaie de faire des économies. Et puis après, exactement, quand on voit que là, on a reçu qu'au conseil municipal, il y a le champagne qui coule à flot, etc., l'employé ne comprend pas. Lui, il dit, si on ne peut pas me payer une paire de chaussures de sécurité, la bouteille de champagne, elle n'est pas obligatoire pour les petits fours. Donc à ce moment, on en est arrivé à regarder les dépenses de chacun. Et c'est une très bonne chose parce que les maires sont garants des deniers publics. C'est tout à fait normal de leur demander des comptes. Et j'allais dire, au-delà des économies de bout de chandelle pour ci ou pour ça, 2020, c'est l'élection municipale. Qu'est-ce qu'il va falloir proposer justement aux maires pour que leur politique en faveur du personnel communal s'améliore? Déjà que leur statut soit respecté. Ce sont des fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. Ce ne sont pas ni des couleurs d'affiches, ni des gros bras d'énergie, ni des militants ou militantes. Ils peuvent l'être. Mais une fois qu'ils sont dans le cadre du travail, ce sont des fonctionnaires au service de la population. Et qu'à ce moment-là, je pense que les gens sont de plus en plus vigilants en disant un tel, il a fait campagne, mais il ne travaille pas. Ou alors, mais c'est pour ça que c'est important d'aller demander des comptes. Demander des comptes au maire en disant quelle est votre politique, qu'avez-vous décidé? Alors que ce soit pour les employés, c'est vrai que quand un maire va se présenter, il parle de ce qu'il va créer, etc. Il ne parle pas des personnels. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit moi je m'engage à titulariser l'ensemble des personnels ou à augmenter ou à quoi que ce soit. Ou alors il le dit en off mais il ne le met pas par écrit. Donc c'est le moment où jamais, j'allais dire, pour les employés communaux de poser la question à leur maire en disant vous nous dites de voter pour vous, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Moi, je vais partir en retraite avec rien du tout, moins que le SMIC, et j'ai travaillé toute ma vie. Est-ce qu'il va y avoir un effort de la collectivité pour ma retraite? Ce sont le genre de questions qu'il faut poser. Mais au-delà de ça, pour les personnels, je veux dire même les citoyens, les appels d'offres, les appels de marché, etc., il faut que chaque citoyen mette son nez dedans, aille vérifier. Dernièrement, moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a étonné. J'ai une association en parallèle de bénévoles, sans aucune subvention, mais de bénévoles où on va nettoyer des sites touristiques, où on incite la population à ne plus jeter leurs déchets, etc. Je vois des appels d'offres, je regarde le montant, je regarde le travail qu'il y a à faire. Et c'est impossible pour celui qui va avoir le marché à faire le travail. Mais tout le monde le sait. Mais pourquoi on continue à faire des appels d'offres avec un montant aussi ridicule? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va proposer, les entreprises, les associations vont accepter parce qu'ils ont besoin de fonctionner. Mais en fait, ils n'auront pas d'argent pour payer les salariés, les employeurs qui seront derrière. À partir de là, et tout le monde a l'air d'être d'accord avec ce système. Je crois qu'il va donner un coup de pied dans la fourmilière et demander des comptes. On en reparlera l'année prochaine, avec plaisir. En tout cas avec là-dessus. Puisqu'il y a les élections municipales en 2020, on aura tout le long de l'année de 2019 pour aborder tous ces sujets. Merci, Christian Picard, donc secrétaire général donc du FSU. Unitaire. Et on aura l'occasion donc d'y revenir. Et on va dire juste bonne fête à vous.